Les scientifiques essaient constamment de mieux comprendre notre monde en menant toutes sortes d'expériences. Mais par le passé, ils ont joué avec des choses incroyablement dangereuses qu'ils ne comprenaient pas entièrement, et dont certains prédisaient des résultats apocalyptiques. Des essais nucléaires qui mettent le feu à toute l'atmosphère, aux trous noirs artificiels qui pourraient déchirer notre monde. Il est temps de prendre vos blouses et vos lunettes, car nous allons jeter un coup d'œil à quelques expériences scientifiques effrayantes qui auraient pu causer la fin du monde. Creuser en profondeur. Pour commencer, nous nous rendons en Russie, dans les années 70. C'était l'époque où l'URSS était en guerre contre les États-Unis et où les deux nations essayaient de prouver laquelle d'entre elles était la superpuissance. Les deux pays planifiaient des efforts distincts pour forer aussi loin que possible dans la croûte terrestre, afin de voir ce qu'il y avait en dessous. Mais alors que les efforts américains ont été interrompus en 1966 en raison d'un manque de financement, les soviétiques ont continué de travailler. Ou plus exactement, ont continué à descendre. De 1970 à 1994, la foreuse soviétique de la péninsule de Kola a lentement creusé le trou le plus profond du monde. La tentative consistait en plusieurs trous très profonds qui se ramifiaient à partir d'une colonne principale. Le plus profond, appelé SG3, ne mesurait que 15 cm de large et a fini par s'enfoncer dans la terre sur une distance stupéfiante de 12 km. À titre de comparaison, ce trou est de plus d'1 kilomètre plus profond que la fosse des Mariannes, c'est-à-dire l'endroit le plus profond de notre planète. Alors que les géologues et les spécialistes de la Terre étaient très excités, les citoyens plus religieux étaient terrifiés. Ils pensaient que le trou atteindrait l'enfer, libérant une armée de démons, ou peut-être même le diable lui-même. Alors qu'ils priaient tous pour être protégés des démons super petits qui pouvaient passer par cet espace de 15 cm, d'autres craignaient des conséquences plus logiques. Certains scientifiques pensaient qu'un forage intense à ces profondeurs délogerait tellement de roches si rapidement qu'il déclencherait des forces sismiques inconnues que personne ne pourrait contrôler. Mais il s'avère qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Après avoir atteint la marque des 12 km, les efforts se sont arrêtés à cause de la chaleur inattendue de 180 degrés Celsius qui était bien plus chaude que ce que les scientifiques avaient prédit. En revanche, si le monde était une pomme, le trou de la sonde de Kola n'aurait même pas percé la peau. En 1995, par manque de fonds, le projet a été mis en veille et le puits de l'enfer a été scellé. On dirait que l'arrivée du diable sera retardée indéfiniment. Fléaux armés. En 1989, vers la fin de la guerre froide, un réalisateur soviétique nommé Vladimir Pasechnik a contacté l'ambassade britannique et a proposé de manière stupéfiante de faire défection. Supposant qu'il serait une source précieuse d'informations, les Britanniques l'ont accueilli. Mais ce qu'il a finalement révélé les a terrifiés. Vladimir était le directeur de l'Institut des préparations biologiques ultra pures de Leningrad. C'est là qu'il a appris que les soviétiques développaient des armes utilisant des agents pathogènes mortels, des micro-organismes qui provoquent des virus et des maladies. Ces armes biologiques étaient fabriquées dans un réseau de laboratoires secrets et d'usines chimiques à travers l'Union soviétique, dont les alliés occidentaux ignoraient presque tout. Avec toutes ces ressources, ils essayaient de créer de nouvelles souches de maladies et de virus très contagieux, résistants aux antibiotiques et aux vaccins, qui laisseraient les malades sans défense. L'agent pathogène que Vladimir connaissait le mieux était le Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste bubonique. Au XIVe siècle, on estime que 60% de la population européenne a été décimée par cette peste. Cela signifie-t-il que les soviétiques préparent un deuxième tour ? Vladimir a révélé qu'ils avaient déjà réussi à armer une variante de cette peste et qu'il l'a testée dans des ogives qui pouvaient viser n'importe où dans le monde. Si ce que Vladimir avait dit était vrai, alors les soviétiques avaient l'intention d'anéantir des populations entières en appuyant sur un bouton. Les soupçons de la Grande-Bretagne se sont renforcés dans les années 90 lorsque des experts en espionnage ont trouvé des preuves accablantes des installations décrites par Vladimir. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique en 1992, les installations sont restées dans l'ombre. Mais le plus terrifiant, c'est qu'on n'a jamais révélé l'ampleur de ces efforts de guerre bactériologique, ni sans qu'il en est advenu depuis. Moscou a assuré au reste du monde que la Russie n'avait plus de programme d'armes biologiques. Et j'espère que c'est le cas. Imaginez un peu qu'à travers le monde, on se tape un nouveau Covid tous les mois. Avant que les antivax ne se manifestent et commencent à spammer la section des commentaires à la simple mention du Covid, aidez-moi à me défendre en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour la science. Et en parlant de science, quelle expérience de fin du monde nous réserve la prochaine ? Maladies contagieuses des cultures. En matière d'alimentation, le monde s'appuie sur 3 produits de base principaux, le maïs, le riz et le blé. Ensemble, ils représentent 51% de l'apport calorique mondial.
Il est évident que toute perturbation de leur production entraînerait de gros problèmes, mais certains des pires sont dus à la brûlure bactérienne. Il s'agit de champignons qui rendent les plantes immangeables tout en libérant des milliers de spores qui peuvent contaminer une énorme superficie en une nuit. Des maladies spécifiques du blé et du riz, connues sous le nom de Puccinia graminis et Mannaport grisea, existent dans 80 pays et ont fait leurs entrées aux États-Unis en 1996. Alors que de nombreux agriculteurs y voyaient une malédiction, les États-Unis ont décidé de l'utiliser à leur avantage. Comme les Soviétiques, les États-Unis ont eu un programme d'armes biologiques. Mais alors que l'URSS se concentrait sur les agents pathogènes qui blessaient les gens, des documents révélèrent que l'Amérique étudiait la façon dont elle pouvait armer ces maladies de culture. Si une variante super contagieuse et à propagation rapide pouvait être développée et distribuée par pulvérisation ou par bombe, elle pourrait dévaster l'approvisionnement alimentaire d'un pays entier. Le seul problème, en plus d'être barbare, c'est que cela ne resterait probablement pas confiné à un seul pays cible. Étant donné que les versions non trafiquées des parasites sont très répandues, elles se propageraient probablement au reste du monde, provoquant une famine mondiale irrépressible. Personne ne sait avec certitude si les États-Unis ont déjà utilisé ou même testé cette maladie catastrophique de culture. Mais en tant qu'hommes dont le régime alimentaire se compose presque uniquement de pizza, j'espère qu'ils ne le feront jamais. Apocalypse extraterrestre. En 2020, le ministère américain de la Défense a publié des vidéos historiques de la marine montrant des objets volants non identifiés qu'ils ne pouvaient expliquer, ce qui est plutôt effrayant. Certains de ces objets survolaient la Terre à des vitesses hypersoniques d'environ 6000 km/h avant de changer de direction presque instantanément, ce que la technologie humaine est à des décennies de réaliser. Le ministère de la Défense ne dispose d'aucune preuve suggérant qu'il s'agisse d'une activité extraterrestre, mais dans l'éventualité où ils existeraient, la NASA a créé l'unité SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Depuis 60 ans, le SETI utilise des radiotélescopes pour scruter le ciel à l'écoute de signaux provenant d'autres civilisations sur des planètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien entendu. Un groupe de scientifiques impatients fait maintenant pression pour qu'un programme plus proactif appelé METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, prenne la barre. Ils veulent envoyer des messages puissants à des civilisations potentielles pour tenter de provoquer une réponse. Toute cette histoire d'envoi de texte à Haïti est plutôt drôle pour quiconque ne porte pas de chapeau en fer blanc et n'est pas un théoricien de la conspiration. Mais si jamais il y a des extraterrestres, nous pourrions avoir de gros problèmes. À l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune réglementation concernant les messages transmis à l'extérieur de notre monde. Cela signifie que toute personne ayant accès à une puissante technologie de transmission peut dire tout ce qu'elle veut aux étoiles. Et je dis bien tout ce qu'elle veut. Des insultes terribles et des blagues sur ta mère aux déclarations de guerre interstellaire. Mais s'il y a des extraterrestres, ils ne verront peut-être pas le côté drôle de ces menaces. Si ces ovnis de haute technologie étaient en fait des extraterrestres, il est clair que leur armement serait bien plus puissant que le nôtre, nous laissant totalement exposés et prêts à être sondés. Le test de la Trinité. Le 16 juillet 1945, la toute première bombe nucléaire de l'histoire a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique. Il s'agissait de l'essai Trinity, un effort combiné des scientifiques américains et britanniques pour créer une arme de destruction massive si dévastatrice qu'elle dissuaderait tous les ennemis actuels et futurs. Mais tous les scientifiques n'étaient pas en accord avec cette idée, comme Enrico Fermi. Ce physicien lauréat du prix Nobel a été le créateur du premier réacteur nucléaire au monde. Il a donc une compréhension assez solide des risques liés à ce test. Lui et plusieurs autres physiciens ont soulevé une légère inquiétude. La détonation de la bombe de 22 kilotonnes pourrait déclencher un emballement de la fusion, une réaction en chaîne qui mettrait le feu à toute l'atmosphère terrestre. En bref, il y avait une chance que ce test détruise toute vie sur Terre. Heureusement, l'hypothèse était complètement fausse et le test Trinity s'est déroulé sans problème. Mais lorsqu'un physicien lauréat du prix Nobel vous dit que votre expérience pourrait détruire le monde et que vous la réalisez quand même, c'est un sacré pari. Même si nous ne nous sommes pas éteints dans un brasier radioactif, l'humanité ne comprenait toujours pas à quel point l'armement nucléaire était vraiment destructeur ou dangereux. Plus d'une décennie plus tard, les armées du monde entier procédaient à des essais nucléaires en toute décontraction. Mais leurs hommes sur le terrain ne bénéficiaient d'aucune protection. Les scientifiques ont continué à tester les limites de leurs nouveaux jouets nucléaires en les faisant exploser dans toutes sortes de scénarios, comme ici lors de l'opération Tumble Sniper en 1952. L'engin nucléaire a été suspendu à 90 mètres du sol par une série de câbles et a explosé. Lorsque la boule de plasma s'est développée, l'énergie rayonnante a surchauffé et vaporisé les câbles juste devant la boule de feu, ce qui lui a donné des pointes à l'aspect étrange au fond. Depuis lors, l'humanité a fabriqué plus de 13 500 armes nucléaires.
bien que les scientifiques pensent qu'il ne faudrait que 100 pour détruire complètement une seule société. Bon sang, tous ces tests pour prouver que l'humanité est intelligente, mais il semble que nous n'apprenons jamais rien. Trou noir créé par l'homme. À New York, en 1999, l'ouverture du tout nouveau collisionneur d'ions lourds relativistes, ou RHIC en abrégé, a fait retenir son souffle au monde entier. Ce collisionneur a été conçu pour accélérer un faisceau de particules chargées, les éléments constitutifs de toute matière sur Terre, à une vitesse proche de celle de la lumière, soit environ 219 000 km par seconde, avant de les faire s'entrechoquer dans un environnement contrôlé. Ces collisions créeraient des boules de feu miniatures de matière super dense avec des températures pouvant atteindre 4 milliards de degrés, des conditions similaires à celles du Big Bang. De toute évidence, les scientifiques étaient impatients de mettre ce projet en œuvre, mais une révélation troublante a fait la une des journaux. Il y avait une chance que ces collisions atteignent une densité si élevée qu'elles créeraient des trous noirs miniatures. Dans le domaine de l'astrophysique, les trous noirs génèrent des champs gravitationnels intenses qui aspirent toute matière environnante. Même un trou noir de la taille d'un atome aurait la masse du mont Everest, et tout ce qui serait plus grand serait tout à fait capable de déchirer la Terre et de la consumer de l'intérieur. Le risque cependant était minime, si petit que moins de 10 ans plus tard, un autre accélérateur de particules encore plus grand a été construit à Genève, en Suisse sous le nom judicieux du Grand Accélérateur de Hadron. Avec une circonférence de 26 km, les particules feraient plus de 11 000 tours de circuit en une fraction du temps qu'il ne faut pour cligner des yeux avant d'être écrasées les unes contre les autres, et cela s'accompagnait d'encore plus de dangers potentiels. Selon une théorie, les quarks, une sorte de particules élémentaires, seraient déclenchés par la collision pour se réarranger et se rétrécir en objets denses appelés stranglés. Par contagion, ces objets affecteraient tout ce qui les entoure, transformant la Terre en une sphère hyper dense de 100 mètres de diamètre seulement. C'est plus petit qu'un terrain de football. Aux dernières nouvelles, nous sommes tous encore en vie, mais si Genève ou New York disparaît dans un futur proche et commence à aspirer tous les pays voisins, nous saurons pourquoi. Saut de projet. La Nouvelle-Zélande est plus connue pour ses hobbits pacifiques que pour ses innovations en matière d'armement. Mais en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette nation insulaire a collaboré avec les États-Unis pour créer des tsunamis artificiels, connus sous le nom de projet SEAL. La Nouvelle-Zélande n'est pas très étrangère aux tsunamis, qui sont de longues et de hautes vagues causées par des tremblements de terre sous-marins. Ces vagues massives peuvent atteindre 33 mètres de haut et balayer 16 km à l'intérieur des terres, dévastant tout sur leur passage. Si elles pouvaient être créées artificiellement, leur hauteur serait en mesure d'anéantir stratégiquement les ports ennemis, les bases navales et même des villes entières. Mais comment créer un mur d'eau de cette taille sans qu'il y ait un tremblement de terre ? La réponse est le trinitrotoluène, plus connu sous le nom de TNT, un produit chimique hautement explosif. Du fond de la mer à la surface, les scientifiques ont déclenché environ 3700 explosions dans l'océan Pacifique Sud, en utilisant différentes quantités de TNT allant de quelques grammes à plus de 300 kg. Et ils ont expérimenté la taille des vagues qu'ils pouvaient créer. Finalement, ils ont déterminé qu'en faisant exploser une ligne de 7 km et d'environ 10 bombes composées d'une quantité gargantuesque de 2200 tonnes de TNT, ils pouvaient créer un terrifiant raz-de-marée artificiel de 12 mètres de haut. Le seul problème est que l'emplacement des charges était crucial. Le moindre écart aurait privé la vague de son élan. Mais 6 mois plus tard, alors que les alliés occidentaux approchaient de la fin de la guerre, le projet SEAL a été abandonné. Son potentiel n'a jamais été pleinement exploité, ce qui est une bonne chose si l'on considère que s'il devenait courant, les rivages ne seraient plus sûrs pour les humains. Et n'importe quel idiot fou de pouvoir disposant d'un engin explosif suffisamment gros pourrait tenter d'inonder le monde, provoquant un chaos généralisé et la mort. Cela n'a pas empêché les scientifiques de tester les effets des bombes nucléaires dans l'eau plus tard dans les années 50. Au large des côtes d'Hawaï, l'opération Hardtack a vu l'explosion de plusieurs ogives nucléaires sous l'eau, créant des vagues gargantuesques qui se sont écrasées sans effort sur leurs navires et ont rapidement balayé l'intérieur des terres. Heureusement, aucun pays n'a osé essayer de recréer le projet SEAL avec des armes nucléaires pour l'instant. Projet Volcano. Nous avons entendu parler de la possibilité que la première bombe atomique mette fin au monde, et nous avons vu les effets potentiellement dévastateurs des tsunamis nucléaires. Mais qu'en est-il des bombes atomiques souterraines ? Ok, quand je le dis à voix haute, ça semble un peu trop bête pour être vrai. Mais si nous revenons en arrière jusqu'en 1988 et que nous nous rendons en Union soviétique, c'est exactement ce que les scientifiques étaient en train de tester.
Pendant cette période de la guerre froide, des scientifiques soviétiques expérimentaient des bombes tectoniques, au nom terrifiant sur un site au Kyrgyzstan. Leur objectif, appelé Projet Mercury, était de mettre au point un moyen de déclencher un tremblement de terre à distance en déstabilisant les forces sismiques à l'aide d'une explosion nucléaire souterraine. S'ils réussissaient, ils auraient le pouvoir de créer des tremblements de terre dévastateurs presque partout dans le monde. Ce serait l'arme souterraine ultime. Bien qu'il n'y ait aucune information sur l'ampleur de l'explosion souterraine, le test a été un succès et a ouvert la voie au projet Volcano, de bien plus grande envergure. Cependant, l'indépendance de l'Azerbaïdjan par rapport à l'Union soviétique en 1992 a mis un terme aux expérimentations sur son sol. C'est ainsi que, heureusement, le projet s'est arrêté. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il a été suggéré que le projet Volcano était lié à l'idée soviétique de détruire le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Yellowstone est situé au sommet d'un supervolcan qui, s'il entrait en éruption, serait environ 1000 fois plus puissant qu'un volcan ordinaire. La quantité de cendres et de débris projetés dans l'atmosphère recouvrirait la majeure partie de l'Amérique du Nord, tuant d'innombrables plantes, personnes, écrasant les bâtiments, bloquant les routes et clouant au sol tous les transports aériens. Pour les soviétiques, la mise en place d'une bombe nucléaire sous terre pour déclencher cette méga-éruption a dû sembler être un moyen infaillible de gagner la guerre froide. Mais ils n'ont peut-être pas réalisé que toutes ces cendres pouvaient bloquer suffisamment la lumière du soleil pour refroidir temporairement la Terre entière. Les récoltes auraient été endommagées dans le monde entier, entraînant de vastes famines dont le monde n'aurait peut-être jamais pu se remettre, en fonction de la durée de l'éruption de Yellowstone. Remercions le Kremlin que l'Union soviétique soit tombée. Étoile de mer Prime. L'homme a donc testé des armes nucléaires sur Terre, dans la mer et sous terre, malgré leur potentiel de destruction du monde. Au moins, nous n'avons pas été assez stupides pour tenter de détruire l'espace, n'est-ce pas ? Revenons en 1962. Quelques années plus tôt, l'Amérique a découvert que la Terre était entourée de ceintures de radiation intense maintenues en place par son champ magnétique protecteur. Ces ceintures ont été appelées ceintures de Van Allen, du nom de leur découvreur James Van Allen. Elles inquiétaient les scientifiques car tout satellite ou astronaute envoyé dans l'espace serait exposé à ces radiations, qui pourraient avoir des conséquences fatales. Et ils ont donc proposé d'essayer de les éliminer avec une bonne dose de radiation nucléaire, en faisant exploser une arme dans l'espace. Van Allen lui-même a prédit que les radiations de l'arme n'affecteraient en rien les ceintures. Mais Van Allen s'est trompé. Il s'est trompé du tout au tout. Dans la nuit du 8 juillet 1962, Starfish Prime, une bombe de 1,4 mégatonnes, soit 500 fois plus puissante que la bombe armée sur Hiroshima, a été lancée au large d'Hawaï. Les habitants de la région se sont rassemblés sur les toits pour voir s'ils pouvaient repérer l'événement, en supposant qu'il s'agirait d'un bref scintillement dans le ciel. À 400 km au-dessus de l'océan Pacifique, ce qui correspond à peu près à la hauteur de l'orbite de la Station spatiale internationale, Starfish Prime a explosé. Et le ciel nocturne s'est soudain illuminé comme au plein jour. Pendant 15 minutes, les particules chargées de l'explosion sont entrées en collision avec les molécules de l'atmosphère terrestre. Et le ciel s'est illuminé d'une couleur de l'arc-en-ciel que l'on pouvait voir jusqu'en Nouvelle-Zélande. Bien que ce soit joli, l'explosion du champ magnétique terrestre a déclenché une énorme impulsion électromagnétique qui a mis hors service les stations de radio, déclenché des sirènes d'urgence et provoqué l'extinction des lampadaires dans tout Hawaï. De plus, le rayonnement ionisé de l'explosion a créé une nouvelle ceinture de rayonnement artificiel autour de la Terre. Cette ceinture est restée autour de la Terre pendant 10 ans, mettant hors service les satellites de communication essentiels qui la traversaient. C'était tellement pire que ce que tout le monde avait prévu. Mais si le champ géomagnétique avait été endommagé de façon permanente, la Terre n'aurait eu aucune protection contre les radiations mortelles des innombrables rayons cosmiques des vents solaires de l'espace. En quelques années, cela aurait détruit toute vie sur la planète. Ces résultats étaient si choquants qu'en 1967, le traité sur l'espace extra-atmosphérique est entré en vigueur, interdisant l'utilisation d'armes nucléaires dans l'espace. Voici un petit pas pour l'homme, mais une grande leçon apprise pour l'humanité. Projet Cyrus. Nous aimerions tous pouvoir contrôler la météo, mais dans les années 40, l'Amérique a poussé ce vœu un peu trop loin. Tous les 10 ans, les États-Unis sont frappés en moyenne par 17 ouragans qui causent des centaines de milliards de dollars de dégâts. Mais malgré toute leur puissance cyclonique, ils reposent sur un système de température étonnamment précis et fragile. En leur centre, l'air chaud et humide monte qui est remplacé par de l'air plus frais. Ce nouvel air se réchauffe alors et s'élève également, créant un cycle en spirale qui développe des pluies torrentielles, de la grêle gémissante et des vents qui peuvent atteindre plus de 250 km/h. Après avoir compris cela au milieu des années 40, les chercheurs américains ont émis l'hypothèse que s'ils perturbaient l'ascension de l'air chaud par injection d'un matériau très froid, comme de la glace sèche qui a une température de moins 78 degrés, ils pourraient désactiver l'ouragan.
Bien sûr, cette théorie n'était pas très solide et il y avait beaucoup de lacunes dans la science. Mais la tentation de contrôler la météo était trop forte pour que le gouvernement américain résiste à l'envie de la tester. C'est ainsi qu'en 1947, le projet Cyrus a pris son envol. Un avion a survolé l'ouragan Cape Sable, qui se dirigeait inoffensivement vers l'Atlantique, avant que l'avion ne déverse 50 kg de glace sèche dans ses nuages tourbillonnants. Mais ce qui s'est passé ensuite a été le pire de scénarios. Au lieu de se dissiper comme les scientifiques l'avaient prévu, la tempête a soudainement changé de direction, touchant terre à Savannah en Géorgie et causant des dégâts d'une valeur colossale de 2 millions de dollars. Cela représente un peu plus de 24 millions de dollars actuels. Jouer avec des phénomènes météorologiques incroyablement complexes qu'ils ne comprenaient pas entièrement était manifestement une très mauvaise idée. Et s'ils avaient utilisé plus de glace et créé accidentellement un énorme cyclone super puissant et impossible à arrêter? Qui sait où la destruction se sera arrêtée? Embarrassé à juste titre, le gouvernement a nié que la tempête ait jamais été manipulée, bien que la vérité ait fini par être révélée 12 ans plus tard à la suite de plusieurs procès. Mais il s'avère que tout cela n'a servi à rien. Les météorologues ont fait remarquer que de nombreux autres ouragans historiques avaient également fait une embardée soudaine à la dernière minute de façon naturelle, sans glace sèche. Les Américains n'avaient donc pas failli provoquer une catastrophe météorologique. Pourtant, se frotter à de grandes puissances qu'ils ne comprenaient pas était un risque énorme qui aurait pu tous nous emporter, littéralement. Opération Big Buzz. L'Amérique est assez fière des progrès qu'elle a réalisés en matière d'armement au cours des 100 dernières années. Mais il y en a un qu'elle préférait que le public ne connaisse pas. Dans les années 50, la US Army Chemical Corp a décidé de tester secrètement l'efficacité de l'utilisation d'animaux comme armes. Mais nous ne parlons pas ici de chiens d'attaque ou de chats avec des fusils attachés à leurs pattes. Pensez plutôt à des animaux plus petits, de la taille d'un moustique pour être exact. Oui, les États-Unis ont pris l'animal le plus ennuyé de la planète et ont tenté d'en faire une arme. Les moustiques sont capables de transporter des maladies qui ne les affectent pas, mais qui affectent les humains qu'ils piquent, comme la fièvre jaune. Cette maladie hémorragique peut tuer les malades en une dizaine de jours et constitue une grave épidémie dans certaines régions d'Afrique, où les moustiques prospèrent naturellement. Donc, si la Chemical Corp pouvait comprendre l'efficacité du déversement d'essaims de moustiques infestés sur une zone peuplée, elle serait en mesure d'exploiter cet horrible pouvoir et de l'utiliser contre ses ennemis. Mais comment savait-il que ce type de guerre entomologique fonctionnerait? Et l'horrible réponse est qu'ils l'ont testé sur des civils, leurs propres civils. En 1955, l'opération Big Buzz a été menée en relâchant plus de 300 000 moustiques non infectés dans la ville de Savannah en Géorgie. Attendez, c'est la même ville qui a été touchée plus tard par le projet Cyrus, non? Bon sang, ces gars n'arrivent pas à s'en sortir. Puis en 1956, 600 000 moustiques supplémentaires ont été relâchés dans les zones résidentielles d'Avon Park en Floride. L'entreprise a ensuite estimé le nombre de moustiques qui étaient entrés dans les maisons et avait piqué les gens en fonction du nombre de moustiques capturés dans les pièges à pâtés disposés dans la ville. Après avoir rassemblé les données, ils ont déterminé que le coût du lâcher de ces moustiques affectés dans les principaux centres de population ne serait que de 29 centimes par décès. C'est d'une efficacité redoutable, mais ce n'est pas le seul problème. Au cas où quelqu'un aurait essayé récemment, vous ne pouvez pas contrôler les moustiques. Augmenter artificiellement leur population pourrait entraîner un taux de reproduction incontrôlable, conduisant à des milliards voire des trilliards de moustiques pullulant sur le continent entier. Selon les archives officielles, les Moss bombes affectées n'ont jamais explosé et en 1972, il est devenu illégal d'utiliser de telles armes. Personne ne sait si cela suffira à empêcher un pays d'utiliser cette tactique à l'avenir. Il vaut mieux ajouter les moustiques et les insecticides à votre liste de préparation à l'apocalypse. Après ça, je suis étonné que l'un d'entre nous soit encore en vie. Laquelle de ces expériences était la pire selon vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, je vais partir à la recherche d'un bunker pour y vivre le reste de ma vie. Jusqu'à la prochaine et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.